Au téléphone sonne ce soir le loup, donc le loup, l'ours, le berger et ses brebis, la difficile cohabitation dans nos campagnes. Quand les éleveurs de brebis crient au loup justement, excédés par les attaques qui déciment leur cheptel. Et malgré les mesures déjà prises, eh bien le monde du pastoralisme attend d'autres réactions des pouvoirs publics, prétextant que la situation est devenue hors de contrôle et donc ingérable. On n'est plus des bergers, on est les gardiens de la nécropole, voilà. Les huissiers des cadavres, voilà. Les ours et les loups dans nos campagnes, avec qu'un impact aussi sur le tourisme. Les promeneurs craignent-ils de croiser un animal sauvage au détour des sentiers? Eh bien ce soir, promenons-nous dans les bois, louis-tu? Vos témoignages, vos commentaires et vos questions. Vous nous appelez comme chaque soir au 01 45 24 7000. Vous pouvez réagir aussi sur l'appli France Inter à l'onglet Réagir. Éric Delvaux. Le téléphone sonne. Avec un premier mail, celui de Jean-Michel, qui réclame des chiffres pour commencer. Que représente 12 000 ovins tués, soi-disant par les loups, sur le nombre total de ovins? Eh bien, pour répondre à vos questions, ce soir, deux invités. En studio, Bertrand Sicard. Bonsoir Bertrand Sicard. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Vous êtes vice-président de Ferus. C'est la principale association en France de protection des loups, des ours et des lynx. C'est vrai qu'on parle un peu moins des lynx, mais on en parlera pourquoi pas ce soir. Et puis en ligne de Clermont-Ferrand, Claude Font. Bonsoir Claude Font. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire adjoint de la Fédération nationale ovine, la FNO, et vous êtes notamment en charge des questions de prédation. Alors, pour répondre au premier mail, celui de Jean-Michel, quelques chiffres donc pour commencer. Bertrand Sicard, combien de loups en France, dans combien de départements, combien d'ours, combien de victimes de ces prédateurs chaque année? 12 000 ovins tués chaque année, disait Jean-Michel. Est-ce qu'on est dans cet ordre de grandeur? Alors, aujourd'hui, on est à peu près dans cet ordre de grandeur. Il y a 530 loups en France, officiellement. Les chiffres sont donnés par l'ONCFS, qui est l'organe officiel de l'État pour donner ces chiffres. Il y a environ 70 meutes et à peu près ce qu'on appelle 90 ZPP, c'est-à-dire de zones de présence permanente, c'est-à-dire une présence de loups 2 hivers de suite. Voilà. Donc à peu près. Et les départements couverts, c'est principalement les Alpes. Un peu dans les Pyrénées. Une quarantaine de départements en France, dans le sud plutôt? Oui, ça doit être ça, oui, une quarantaine de départements, pas plus. Mais principalement l'ensemble de la population de loups, la principale population de loups est dans les Alpes. Après, il y en a un peu dans les Pyrénées, un peu dans le Massif central. Et puis c'est vrai, on les voit apparaître un peu plus au nord, en Bourgogne-Franche-Comté, voire dans les Vosges. Voilà. Et est-ce que les chiffres de prédation ont beaucoup augmenté ces dernières années? Alors, je pense que Claude Font sera plus à même que moi de répondre, mais grosso modo, on navigue entre 10 000 et 12 000, oui, effectivement. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment augmenté par rapport à la proportion de loups? Peut-être pas. En tout cas, on n'arrive pas aujourd'hui à les faire diminuer, ça c'est sûr. Claude Font, en ligne, donc vous êtes, je le rappelle, secrétaire adjoint de la Fédération nationale ovine, la FNO. Sur les 12 000 ovins tués chaque année, en augmentation ou pas ces dernières années, vous avez des précisions? Oui, c'est en augmentation d'année en année et la preuve est que au niveau des chiffres fournis par l'ONCFS, l'Office national de la faune sauvage, force est de constater qu'il y a une augmentation de plus de 22% de l'année 2018 à l'année 2019 de loups et en proportion et sur la même proportion aussi du nombre d'attaques et du nombre de victimes. Mais au-delà des victimes, je voudrais remettre au centre du dossier prédation les éleveurs qui subissent la prédation dans leur vie d'homme et dans leur vie d'éleveur, dans leur vie de berger. Et ça, c'est sans commune mesure puisque ils la subissent comme une réelle agression sur leur vie de travail et leur vie d'homme. Au jour le jour. Et évidemment, nous entendrons ce soir, avec vous, des paroles d'éleveurs qui nous appellent nombreux sur le téléphone sonne de France Inter 01 45 24 7000. Bertrand Sicard, si les loups et les ours attaquent les cheptels, est-ce aussi la faute de l'homme qui aurait limité les territoires et donc réduit le volume de proies naturelles?
Alors, je ne crois pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France a un biotope qui est très favorable à la biodiversité, en particulier très favorable à la grande faune européenne, que sont l'ours, le loup et le lynx, pour la simple raison que la France est, j'aurais presque envie de dire, gorgée de cervidés. Hein, vous avez énormément de sangliers, tout le monde le sait, énormément de chevreuils, alors du cerf un peu moins, et que ces animaux sont les principales proies du loup et du lynx, mais pas de l'ours. Hein. Je tiens bien à dire, l'ours est à 80% végétarien. Donc ça, c'est une autre histoire. On en parlera en fin d'émission. On va surtout parler des loups au début d'émission. Donc voilà, donc le loup est revenu. Il faut rappeler que le loup est revenu naturellement d'Italie parce que le loup est aujourd'hui une espèce protégée depuis qu'on a signé la Convention de Berne, et c'est surtout la directive Habitat qui le protège depuis le début des années 90. Et le loup avait été éradiqué de France. Alors il avait été éradiqué juste avant-guerre en fait, mais il faut savoir que le loup donc revient naturellement parce qu'il est protégé dans tous les pays européens. Il n'a jamais disparu d'Italie, jamais disparu d'Espagne, il n'a jamais disparu de tous les pays de l'Est. Et aujourd'hui, on assiste à une recolonisation progressive de toute l'Europe occidentale, puisqu'aujourd'hui, en Allemagne, ça va peut-être étonner beaucoup d'auditeurs, mais en Allemagne, il y a plus de loups qu'en France. Oui, c'est effectivement un peu surprenant. Alors que c'est un pays qui a le double de densité de population que nous. Mais je pense que les soucis tiennent aussi à la structure de l'élevage en France, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. On y vient justement, 01 45 24 7000 avec une question de Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir. Quelle est votre question, votre remarque? Moi, ma remarque, c'est à la question... D'abord, je suis chercheur à l'INRA, responsable des recherches sur la prédation et l'élevage. Et à la question, une cohabitation est-elle possible? Je répondrai oui. Alors, ça va surprendre peut-être, mais je réponds oui, mais pas dans les conditions actuelles de la France. C'est possible, d'après nous les chercheurs, à condition que les prédateurs, et notamment les loups en France, puisqu'on parle des loups en début d'émission, ça tombe bien, ces prédateurs réapprennent à associer les troupeaux de moutons, de chèvres et tout ça avec les humains, les hommes et les femmes, et les humains avec un sévère danger potentiel, donc blessures graves ou même risque mortel. Autrement dit, qu'ils réapprennent à tenir leur distance avec le troupeau et les humains qui s'en occupent. Et en fait, chez nous, ils ont désappris ça. Ils n'aiment plus assez les humains. Et ça, la raison, elle est simple. C'est-à-dire, vous l'avez rappelé, c'est en raison de leur mise légale sous protection stricte pendant 20 ans en France. Chez nous, les loups ont eu la paix royale pendant 20 ans. Et j'affirme cela suite à nos nombreuses enquêtes scientifiques à propos de comment et pourquoi ça se déroule mieux dans certains autres pays. Et les pays que vous avez cités, notamment des pays qui ont toujours eu des loups. Et en fait, par exemple, ce qu'on découvre, c'est qu'en Italie, par exemple, il y a toujours eu des tirs de loups, la plupart illégaux, donc ça veut dire du braconnage, sur les loups qui s'en prenaient aux troupeaux. Et nos collègues universitaires italiens, y compris quelqu'un qui est bien connu, le professeur Luigi Boitani, estiment le nombre de loups tués, donc braconnés, entre 200 et 300 par an en Italie. La plupart suite à des tirs de défense de troupeaux. C'est beaucoup plus que ce qui est autorisé aujourd'hui en France. Ah oui, c'est 2 à 3 fois, mais ils ont aussi beaucoup plus de loups, attention. Donc, merci Michel. Ils ont pratiquement 2000 loups aujourd'hui, les Italiens. Merci Michel, donc chercheur à l'INRA et spécialiste de la prédation. On va poser la question à Claude Font, donc de la Fédération nationale ovine. On a donc laissé une paix royale pendant quelques décennies aux loups et sur le terrain, quels sont vos outils, Claude Font, à votre disposition pour prévenir les attaques? Ce que nous propose l'État sur le nouveau plan loup, c'est que des mesures de protection. Alors, bien sûr... Alors, on va parler des mesures publiques. Pardon, je vous coupe, Claude François. On va parler des mesures publiques dans un instant, mais techniquement, il y a de la dissuasion autour de vos estives pour dissuader les loups d'apparaître avec des fils électriques, peut-être des chiens avec des pétards. Expliquez-nous comment vous avez des moyens de dissuasion pour prévenir les attaques. C'est la mise en place des filets de protection, la mise en place des parcs de nuit, l'utilisation des chiens patous qui posent aussi d'autres problèmes à tous les autres usagers du territoire, puisque les montagnes sont aussi parcourues par des gens par des touristes, par des gens qui se promènent, etc. Le problème des mesures de protection, c'est que
elles sont Et vous passives. avez oublié le berger, hein, Claude. Et le berger, évidemment. Oui, et le berger, mais le problème c'est que elles sont passives et on a l'impression on a plus que l'impression avec ces mesures de protection qu'on a éduqué le loup. C'est-à-dire que le loup, tout le monde en convient, il est très malin. C'est-à-dire qu'il observe et il contourne. Et on constate une modification. Alors je ne sais pas si c'est une modification scientifique sur le thème, mais une modification du comportement du loup, puisqu'ils attaquent de plus en plus le jour, ils attaquent de plus en plus à proximité des habitations, à proximité de l'homme. Et ce qui était intéressant dans l'intervention de Michel, c'est-à-dire qu'il faut passer à des mesures de protection actives. C'est-à-dire que nous, notre objectif au niveau des organisations professionnelles agricoles, c'est la défense des troupeaux. On n'est pas dans la régulation de la population de loups, on est dans la défense de nos troupeaux. Et ça passe aussi par des autorisations de tir de défense qui doivent être accordées à tous les éleveurs, à tous les bergers ou leur ayant droit si ils ne veulent pas. Oui. Le fusil n'est pas un outil premier du berger et de l'éleveur. Un commentaire, Bertrand Sicard, vice-président du Ferrus. Je pense que c'est Michel Merlet, je crois qu'il devait s'exprimer tout à l'heure. Oui, il a grandement raison. Je pense qu'il faut réapprendre au loup à avoir peur des troupeaux, mais pour cela, il faut que les troupeaux soient protégés. Moi, je passe beaucoup de temps dans les pays de l'Est. Alors, je sais que les éleveurs français n'aiment pas que je leur dise ça, mais je vois fonctionner des troupeaux qui sont protégés. Et les loups attaquent régulièrement. La seule chose, c'est qu'ils échouent pratiquement à chacune de leurs attaques parce que les troupeaux sont bien protégés. Ils sont protégés ce qu'on veut dire par là, c'est que aujourd'hui, ils sont protégés avec le triptyque berger, chien et enclos de protection la nuit. Ce qu'on veut dire nous aujourd'hui, c'est qu'on tue beaucoup de loups en France aujourd'hui. On va en tuer pratiquement 19%, sans compter les morts naturelles. Donc c'est énorme. On va monter sûrement à 150, 160 loups. Tués chaque année. Ce que l'on dit, c'est que le fait d'abattre un loup, de l'oxyre, le loup n'apprend pas. Les scientifiques l'ont bien dit. Vous avez Jean-Marc Landry qui travaille bien sur le sujet, qui est un éthologue réputé. Il vous dit que si vous tuez le loup, par contre, il faudrait mieux le blesser ou le repousser ses attaques. À partir du moment où vous le tuez, il n'apprend pas. Ses congénères ne comprennent pas ce qui se passe. Parlons des mesures publiques pour tenter de rééquilibrer les choses. Le gouvernement a effectivement décidé de relever le seuil de prélèvement des loups. 100 loups pourront être tués cette année en France. On est passé de 10% l'an dernier à 17%, plus 2%. C'est un peu technique, mais enfin, effectivement, on approche de vos 19% que vous évoquiez à l'instant, 19% de prélèvement. Bertrand Sicard, est-ce que c'est une réponse appropriée? Vous vous en doutez d'après vos premiers commentaires? Ben non, parce que si on regarde les chiffres, j'ai encore regardé ce matin les chiffres de prédation depuis le début de l'année, en fait, ils diminuent pas. Voilà. Donc on aura bientôt tué 60 loups. Là, je crois qu'on a dû tuer aujourd'hui 60 loups depuis le début de l'année. La prédation ne diminue pas. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut la protection, ça marche si elle est bien organisée. Alors, par contre, ce qui est absolument certain, c'est que c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Il suffit pas de mettre un chien dans un troupeau pour que ça fonctionne. Il suffit pas de mettre seulement un berger pour que ça fonctionne. Mais nous, toutes les expériences de terrain qu'on a, chez Ferrus, on a on a un programme qui s'appelle Pastorat Loup, où on met à disposition des aides bergers auprès des éleveurs. La simple présence de nos éco-volontaires sur les estives font que souvent les prédations ne se reproduisent pas. La simple présence, voilà. Donc les gens de la brigade loup, par exemple, les gardes de l'ONCFS de la brigade loup savent très bien que quand ils arrivent sur une estive pour tirer du loup, rien que leur présence fait dégarpir le loup. Donc voilà ce que l'on dit. Aujourd'hui, personne ne va vérifier comment sont protégés les troupeaux. Personne n'est là auprès des éleveurs pour les aider, parce qu'en France, nous avons perdu la culture de la protection, ce qui n'est pas le cas en Italie, en Espagne, dans les pays de l'Est. En Allemagne, c'est très différent parce qu'ils n'ont pas la structure d'élevage que nous avons en France. Alors donc l'augmentation du prélèvement, une centaine de loups pourront être tués chaque année en France. Je posais la même question à Claude Font, qui représente la Fédération nationale ovine. Est-ce que c'est une réponse appropriée selon vous, cette dernière mesure gouvernementale? C'était une nécessité puisque au jour d'aujourd'hui, on est à 60 loups qu'on dit prélevés et uniquement sur des tirs de défense. Donc on est bien sur notre argumentaire, c'est-à-dire que
les loups s'approchent de plus en plus des troupeaux et on a une nécessité de défendre les troupeaux, y compris par des tirs. Pas forcément létal, mais on a un objectif de protection de nos troupeaux pour faire baisser cette pression de prédation que les éleveurs vivent tous les jours, et sur les zones historiques de prédation depuis plus de 25 ans. Donc c'était une nécessité. La cohabitation des loups, des brebis et des ours, c'est le thème du téléphone sonne ce soir. Vous nous appelez. Soyez les bienvenus, il est 19h30. France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson. Avec un témoignage et une question d'éleveur à présent. Vincent, bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous habitez la Drôme, quelle est votre remarque ou votre question ? Oui, je suis petit éleveur de brebis, j'ai une 50aine de brebis dans la Drôme et mon fils est berger dans les Alpes. Alors ce que j'ai remarqué cet été, c'est que dans le massif où il garde, il n'y a pas de loup, ou il y en a un mais qui attaque pas. Et donc il y a énormément de marmottes, il y a énormément de chamois, il y a énormément de bouquetins. Et par contre, dans les autres massifs qui l'entourent, du Mercantour, il y a des loups en pagaille, donc avec des troupeaux qui ont entre 8 et 12 chiens de protection par troupeau, et la présence et des loups et des chiens de protection fait qu'il y a quasiment plus de marmottes sur ces massifs. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'au nom de la protection d'une espèce, on en détruit quand même beaucoup d'autres. Alors comment trouver cet équilibre effectivement quand beaucoup de chiens de défense influent forcément sur la biodiversité? Claude Font, c'était une question que vous vous posez à la Fédération nationale ovine? Tout à fait. Non seulement on se la pose au niveau professionnel, mais on se la pose avec les services de l'État, puisqu'il y a un groupe de travail sur l'utilisation des chiens de protection avec une réorganisation de la filière chiens de protection. Et aussi, on travaille avec les élus qui aussi ont des difficultés au niveau des territoires avec, je disais tout à l'heure, l'utilisation de l'espace avec les randonneurs et les touristes. Donc c'est une vraie question. Le problème, c'est que tout miser sur le loup, c'est une vue réduite de la biodiversité. C'est de la biodiversité à la petite semaine. Et la biodiversité doit pas être aussi opposée à l'économie d'un territoire. C'est-à-dire que l'élevage et le pastoralisme, chacun sait que participe à la biodiversité, à une d'un territoire, que ce soit dans l'entretien de l'espace, mais aussi de la vie publique, avec un maintien d'un tissu rural qui est sûrement nécessaire pour que chacun trouve son compte. Bertrand Sicard, de la principale association de France de protection des loups, des ours et des lynx sur la biodiversité. On aurait beaucoup de choses à dire. Bon, ce que je dois dire déjà, c'est que si jamais effectivement les chiens de protection errent en dehors de leur troupeau et finalement se nourrissent sur la faune sauvage, c'est pas normal. Voilà, je dois dire c'est pas normal. Un chien, il doit rester avec son troupeau. Et s'il s'éloigne, c'est pas un bon chien de protection. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, dire que bien sûr que nous, on n'est pas du tout opposés. Enfin, nous, chez Ferrus, on pense vraiment que la cohabitation est possible. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut aussi, il y a des chiffres à rappeler, c'est que c'est dans les zones à grands prédateurs que l'élevage ovin résiste le mieux en France. C'est quand même incroyable. Et comment il fait pour résister mieux? Ce que je veux dire, résiste mieux, c'est-à-dire que c'est dans les zones à loups et à ours d'ailleurs qu'il y a le moins de pertes d'exploitation, d'abandon d'exploitation. C'est quand même incroyable. Alors pourquoi? J'en sais rien. Sûrement parce que il y a peut-être plus d'argent qui est investi. Il faut aussi savoir que un éleveur touche entre 50 et 80% de subventions d'État. Et nous, ce que nous disons, c'est que c'est vrai que les éleveurs sont au front du retour de ces grands prédateurs, ce retour est une chance extraordinaire pour la France, pour sa biodiversité, pour de multiples raisons, même pour le tourisme rural, parce qu'il faudrait qu'on en parle de ce tourisme rural, parce qu'à l'étranger, ils savent très bien l'exploiter. Nous, on ne sait pas le faire en France. Voilà, donc je pense que la cohabitation est possible, mais il faut réapprendre à se servir de ces chiens et je sais que c'est difficile pour le monde de l'élevage. Nous, on manque pas d'empathie envers eux. Je leur dis à chaque fois que je les vois, mais il faut absolument qu'on puisse tous pouvoir cohabiter ensemble et c'est possible. Claude Font de la Fédération nationale ovine voulait réagir. On vous écoute.
Oui, je veux réagir puisque c'est inconcevable d'entendre ça. La cohabitation sur un même territoire entre une prédation qui est subie par les éleveurs, j'ai dit en préambule que c'était vécu comme une agression envers l'éleveur et envers son travail. Et ça, il faut que chacun en convienne. Et l'histoire des subventions, des indemnisations et des subventions, vous vous rendez compte, c'est la triple peine pour les éleveurs. Non seulement ils n'ont pas choisi cette agression, cette prédation, il faut qu'ils la subissent et il faut qu'ils la financent à 20%. Et il faut qu'ils fassent le travail jour et nuit. Claude Font, sur l'indemnisation, on va être un peu plus précis, l'indemnisation des éleveurs. Le gouvernement vient de mettre en place un nouveau dispositif avec un barème désormais unique pour tout type de dégâts, quel que soit le prédateur. Qu'est-ce que ça a changé finalement pour vous ? Ça a changé une remise comment dire. Ça a changé en mieux. Ça a changé en mieux, il ne faut pas se cacher. C'est un travail qu'on a commencé en 2016 avec le ministère de la Transition écologique, qui a abouti dernièrement en 2019, mi-2019. Donc c'est un travail qui n'est pas fini, puisqu'on a fait une partie sur les aides directes, c'est-à-dire la mortalité directe de la prédation, mais il reste tous les dommages indirects qui ne sont pas forcément pris en compte à leur juste valeur. C'est les pertes de production, c'est les pertes de gestation, etc. Donc il y a encore du travail, mais c'est très long. Et heureusement qu'on a réévalué un petit peu les tarifs, puisqu'il fallait une remise à jour. C'est des indemnisations qui dataient, je crois, de 2007. Donc c'est une remise à jour uniquement des tarifs appliqués. Un point qui n'est pas un détail, je crois, mais la prise en charge est également en fonction du stress, non seulement pour le berger, mais aussi pour les ovins, car les ovins stressés font moins de lait. Il y a une prise en charge, une indemnisation du stress pour les animaux dans cette nouvelle indemnisation des éleveurs. Oui, c'est ce qu'on appelle les pertes indirectes, et c'est ce que je vous ai dit, ça reste à travailler, c'est compris, c'est intégré dans le nouvel arrêté, mais il reste à travailler ces pertes indirectes, notamment baisse de production laitière, baisse de productivité des élevages, puisque il y a quand même de l'économie derrière, et le revenu des éleveurs qui en pâtissent de jour en jour. Et si on entend le gouvernement, il semble avoir choisi son camp, puisque le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, l'a dit clairement. Ma priorité dans ce débat, ce sont les éleveurs. Est-ce que ça vous rassure, Claude Font, de la Fédération nationale ovine ? Alors je prends acte, mais c'est pas le Premier ministre de l'Agriculture qui nous dit ça. L'objectif du nouveau plan loup, qui a bientôt 2 ans, c'était le maintien du loup et le maintien de l'élevage. Et force est de constater que le maintien du loup a été assuré avec un taux de croissance, de présence du nombre de loups et de présence sur les territoires de colonisation, mais aux dépens de l'élevage. Et les services de l'État prennent conscience au jour d'aujourd'hui qu'il y a une difficulté, et notamment sur les zones de plus forte de prédation, c'est-à-dire que ceux qui subissent la prédation de plein fouet pourront avoir un traitement un petit peu particulier. Bertrand Sicard de l'association de protection des loups, des ours et des lynx, quand le ministre de l'Agriculture dit il y a quelques jours que le loup n'est plus une espèce en voie de disparition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Alors en Europe, non, effectivement, le loup n'est pas en voie de disparition, il est plutôt en voie de recolonisation. Cela étant dit, pour répondre à Monsieur Font, et pour remettre les choses un peu en perspective, parce que vos auditeurs vont s'imaginer que toutes les nuits, tous les troupeaux de France sont attaqués. C'est pas le cas du tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les dégâts aux troupeaux, ça représente 0,3% du cheptel dans les zones à loup. 0,3%. Il faut savoir que la profession, l'élevage ovin en France perd chaque année 5% de son cheptel par accident, par maladie. Donc, si vous voulez, il faut remettre en perspective cette présence du loup. Il faut savoir, en France, il y a 20 sites difficiles
20 sites difficiles sur lesquels le loup a effectivement un tropisme très fort et on a du mal à le maîtriser. Nous, ce qu'on demande aux services de l'État, c'est de mettre les moyens, entre autres des moyens de protection supplémentaires pour arriver à neutraliser et à faire diminuer la prédation sur ces 20 sites. Or, ce n'est pas fait parce que l'État aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du plan loup. Dans le plan loup, vous avez deux volets. Vous avez un volet de prévention et un volet j'ai envie de dire, de répression. La répression, c'est les tirs. Ça fonctionne très bien parce qu'on n'a jamais tiré autant de loups en France. On va d'ailleurs, on pourrait en parler, on va mettre en difficulté, je pense, en danger la population de loups en France. Enfin, du moins, si on suit les études du Muséum d'histoire naturelle que le Muséum a fait récemment. Par contre, la prévention, on la laisse de côté. L'État préfère tirer du loup parce que je pense que de tirer du loup, ça calme plus facilement le monde de l'élevage que de mettre en place des moyens de protection. Et nous, on dit que c'est dommage parce qu'on n'arrivera pas de cette façon à une cohabitation apaisée. Une centaine de loups autorisés au prélèvement à partir de cette année 2019. Vous estimez, vous venez de dire que l'État met en danger la population lupine ? Alors, oui, en France, oui, si on se fie aux études qui ont été faites, il y a un certain nombre l'État fait faire beaucoup d'études, faut dire ce qui est. En matière d'ailleurs de protection, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par un cabinet qui s'appelle Terroico, qui a fait une étude sur la protection des troupeaux. Et cette étude est arrivée à la conclusion que lorsque le triptyque était bien organisé, c'est-à-dire chien de protection, berger et parc de contention, en général, la protection fonctionnait bien. Donc, il y a une autre étude qui a été faite donc par le Muséum d'histoire naturelle qui dit que si vous dépassez 34% de la population, vous tuez 34% d'une population de loups en France, vous allez la mettre en danger. Or, aujourd'hui, on va frôler les 40%, puisque au 19%, il faut savoir que la perte naturelle de loups sans intervention humaine est déjà de 20%. Voilà. Donc, on risque de la mettre en danger. On retourne les chiffres à l'avenir le diront. 01 45 24 7000, le loup, l'agneau, l'ours, la brebis, le berger. Brigitte nous appelle du Rhône. Bonjour Brigitte. Bonsoir. 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 Oui, j'intervenais parce qu'il y a quelques mois, je crois que c'était presque il y a un an, il y avait eu une émission sur le même thème où il y avait une fille qui était intervenue, je crois qu'elle était d'un centre de recherche de Toulouse, je me souviens plus, où elle a beaucoup parlé de l'Europe et de toutes les mesures qui étaient financières, qui étaient faites pour aider les éleveuses et les éleveurs d'ovins, pour les aider à clôturer, à former des bergers en apprentissage. Voilà. Il me semble, alors évidemment j'ai raté des trucs en vous appelant, il me semble qu'on n'en a pas parlé ce soir. Eh bien, on va poser la question à Claude Font, le secrétaire, le représentant de la Fédération nationale ovine. Est-ce que vous avez des subventions européennes, notamment pour une formation, et notamment sur cette question des prédations? Êtes-vous formé à ça, Claude Font? Disons que les mesures de protection sont cofinancées par des budgets nationaux et européens. Donc, en effet, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est à hauteur de 80% des mesures de protection. D'accord. On retourne au standard. Oui, vous vouliez un commentaire? Non, je voulais seulement dire que en fait, les éleveurs n'ont aucune aide technique à la protection. Nous demandons, et ça fait partie d'ailleurs du plan loup, et d'ailleurs Monsieur Font le sait très bien, on demande le retour des agents pastoraux spécialisés dans la protection, qui avaient été mis en place dès le retour du loup en 92 et qui ont disparu quelques années après. Parce que ce que je répète, c'est que c'est une véritable ingénierie, la protection des troupeaux. Voilà. Et il faut absolument que l'État mette les moyens techniques pour y arriver. 01 45 24 7000. Mélanie nous appelle d'Aveyron. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Dites-nous votre témoignage ou votre question. Oui. Donc moi je voulais témoigner en tant qu'éleveuse de brebis. J'ai un petit troupeau de brebis dans l'Aveyron. Je fais des colis de viande que je vends en direct en agriculture biologique. Les clients sont très satisfaits. Et malheureusement j'ai été victime d'attaques de loups sur mon troupeau. Donc ça a été assez incroyable ce qui s'est passé puisque j'ai eu 8 bêtes tuées et 9 blessées dans seulement une grande journée.
Donc ça a été une remise en cause pour nous, puisque en fait on s'est aperçu qu'on était victime, doublement, déjà victime de cette attaque qui représente un préjudice économique bien sûr et un préjudice moral, et puis victime ensuite on s'aperçoit de discours comme j'entends ce soir de certaines parties qui nous disent qu'il suffirait de se protéger. Or ces protections aujourd'hui concernent 92% des troupeaux en France qui sont protégés contre les loups, et malgré ce, on l'a dit depuis le début, la prédation augmente puisque on a atteint 12 500 bêtes tuées officiellement. Mélanie, je vais mettre l'émotion de côté, mais sur les indemnités, l'indemnisation, est-ce qu'elle a été à la hauteur des dégâts chez vous? Écoutez, je ne sais pas quelle profession pourrait accepter de voir son outil de travail détruit en contrepartie d'un chèque. C'est-à-dire qu'effectivement... J'avais volontairement enlevé l'émotion de ma question, oui, d'un point de vue purement mathématique, et pardon de parler de ça. Oui, mais enfin, c'est difficile effectivement, mais de toute façon économiquement on ne peut pas, puisque ce sont des conséquences sur le très long terme. C'est-à-dire que les bêtes vont effectivement avoir moins de lait, même si moi je suis de la viande, ça compte le lait que vont recevoir les agneaux, donc elles vont avoir moins de lait, mais c'est aussi à long terme l'état sanitaire global du troupeau qui va s'amoindrir. Des bêtes qui vont avoir eu des mammites suite à l'attaque. Une mammite, c'est une infection à la mamelle qui n'est pas réparable. Donc ça veut dire que ce sont des brebis qui sont mises à la réforme beaucoup trop tôt, ou des agneaux qui ont été blessés un tout petit peu, mais en fait ils vont mourir 3 mois après. Enfin, merci tout ça, Mélanie, merci de ce témoignage. Et ce que je voudrais dire, c'est que, comme l'a dit Michel Meuret au début, les protections, ça fait 10 ans qu'elles sont mises en place, ça ne fonctionne pas. Une seule vraie protection, ce sont les spécialistes du loup, les scientifiques qui le disent, comme Valérie Robichaud, biologiste canadienne. La seule protection, ce sont les tirs létaux, comme l'a dit Michel Meuret. Et ces tirs qui sont en augmentation, qui sont autorisés et qui vont passer de 10% à 17% des loups à partir de 2019. Bertrand Sicard de l'association de protection des loups, des ours et des lynx. Quand vous entendez ce témoignage d'une éleveuse qui a perdu une bonne partie en une seule journée de son cheptel, je pense que son troupeau, on comprend très bien son désarroi. Hein. C'est jamais amusant de retrouver des bêtes qu'on élève morte et sanguinolente. Mais je pense que son troupeau n'était pas protégé. Voilà, c'est tout. Moi, nous continuons à dire. Après, on peut faire des dénis de réalité, mais nous, on sait que lorsque les troupeaux sont bien protégés, ça fonctionne. Et il y a beaucoup d'éleveurs, malheureusement, ils vont pas appeler ce soir, qui sont correctement protégés et qui arrivent à limiter les attaques de loups. Alors, on dit pas que même avec un troupeau bien protégé, un loup ne peut pas arriver à tuer des bêtes. Ça, on le sait. Et le pourcentage, on a des témoignages, mais le pourcentage est très faible. Je vous rappelle que ça représente 0,3% du cheptel dans les zones à loups. D'autre part, il faut aussi ne pas oublier, c'est que le retour des chiens de protection, ça permet aussi d'éviter d'autres prédations que le loup, entre autres les chiens errants et ainsi de suite, voire les vols de bêtes aussi, parce qu'il y a aussi des vols de bêtes, ça on nous le dit pas. Donc voilà, donc tout ça fait que nous, effectivement, les choses sont pas simples, mais les solutions existent. Du moins, dans tous les pays d'Europe, aujourd'hui, le loup revient et il arrive à cohabiter avec l'élevage. Je dois dire qu'en Italie, ils viennent d'interdire les tirs de loup. L'État, le nouveau plan loup italien interdit les tirs de loup, pour vous dire. On retourne au standard avec Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Vous nous appelez de Savoie. Vous êtes le maire d'une commune. Oui, déjà merci à France Inter pour cette émission. Oui, je suis maire d'une petite commune de montagne. Alors, je sais pas, Monsieur Sicard, je crois qu'on ne vit pas tous dans le même monde, j'ai l'impression, parce que en particulier l'argument le loup est un atout touristique. Je n'avais pas prévu de le dire ça, mais j'ai entendu l'émission. Et non, le loup n'est pas un atout touristique chez nous. Ça pose un problème de fond sur le tourisme qu'on veut. Est-ce qu'on veut un tourisme où les gens découvrent un pays, les hommes qui y vivent et comment ils le font vivre? Si on veut ce tourisme-là, le loup n'est pas un atout. Alors nous, on a envie d'accueillir des gens chez nous, et moi, je veux parler d'une autre cohabitation compliquée. La cohabitation, Claude Font, oui, il a évoqué la cohabitation des marcheurs, des randonneurs, des cyclistes, qui parfois sont séduits par nos pays et puis qui deviennent ensuite des habitants. Il faut qu'ils cohabitent, ces gens-là, avec des chiens qui sont confrontés parfois 3 ou 4 fois par semaine à des attaques de loups, ou avec des clôtures électrifiées qui limitent les parcs.
Et toutes ces choses, les chiens et les clôtures, elles sont imposées par la présence des prédateurs. Et toutes ces choses, elles n'empêchent pas le harcèlement des troupeaux. Alors peut-être, Monsieur Sicard, que effectivement ça marche, etc. Bon, mais un troupeau qui va venir malgré les chiens, malgré le berger, malgré la clôture, quand le loup vient 3-4 fois dans la semaine, mais c'est un harcèlement, même s'il y a qu'une brebis, même s'il n'y en a pas, mais c'est un harcèlement permanent. Merci Jacqueline, merci de ce témoignage. Je voulais juste vous dire que les conséquences de la présence des loups, elles dépassent les seuls éleveurs et bergers. Eh bien, on a bien compris, voilà. Et on va demander à Bertrand Sicard, qui représente l'association, la principale association en France de protection des loups, des ours et des lynx, il a conscience que ces prédateurs font fuir les randonneurs et les touristes également dans une commune. Vous acquiescez ? Non, j'acquiesce pas du tout. Je pense que d'abord, il faut savoir que le loup, c'est un animal extrêmement méfiant, qu'on a beaucoup de mal à voir, qui a peur de l'homme, faut dire ce qu'il y a. Alors cela étant dit, il peut avoir des comportements parfois étonnants. C'est-à-dire il peut s'approcher des habitations. On peut le voir le long des routes. Voilà, comme tout animal sauvage, il peut avoir des comportements parfois étonnants. Cela étant dit, aujourd'hui, les promeneurs n'ont absolument pas à avoir peur. On n'a aucun témoignage d'attaque de loups en Europe sur des humains. C'est très clair. Et aujourd'hui, je sais pas, vous avez 20 000 loups en Russie, vous avez, je vous dis, 2000 loups en Espagne, 2000 loups en Italie, 600 loups en Allemagne. Sauf que cette proximité des loups près des maisons, elle a aussi pour conséquence d'avoir des gros chiens patous qui viennent protéger. Et les touristes ont finalement peur, peut-être moins des loups, que des gros chiens patous dans les sentiers. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut que les promeneurs aussi s'adaptent. Ils doivent savoir qu'on ne doit pas traverser un troupeau. Dites-nous quelles sont les attitudes à avoir. Alors un gros chien. L'attitude. Alors moi je vais vous résumer très rapidement, mais il y a un très bon film qu'a fait notre ami Jean-Marc Landry, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est très juste parce que moi-même qui évolue beaucoup dans des pays où les troupeaux sont bien protégés, j'ai été souvent confronté aux chiens de protection. L'attitude, c'est qu'il faut pas avoir peur. Faut pas traverser un troupeau, faut pas avoir peur du chien, il faut lui parler, il faut le rassurer, et vous verrez que le chien très vite va comprendre que vous voulez pas vous en prendre à son troupeau. Ça c'est pour le gros chien. Maintenant, quand on croise un loup, quelle attitude à avoir ? Un loup, regardez-le bien parce que ça va pas vous arriver souvent. C'est très difficile de voir des loups. On les voit quelque peu dans les Alpes parce que on a des zones très dénudées. Et qu'on peut le voir à très longue distance. Maintenant, dans les zones forestières, c'est pratiquement impossible à voir. C'est très difficile de voir un loup. Alors, on le voit effectivement dans les Alpes parce qu'il y a énormément de randonneurs, faut dire ce qui est, ou de vététistes. Donc on le voit, on le prend en photo. Ça arrive qu'on le prenne en photo, mais c'est un animal qui est très difficile à voir. Allez, on a beaucoup parlé des loups, on va parler des ours à présent avec Catherine au standard 01 45 24 7000. Bonsoir Catherine. Bonsoir à tous. Vous nous appelez de Toulouse. Quelle est votre question ? Alors, je vais souvent randonner soit dans l'Ariège, soit dans les Hautes-Pyrénées. J'y vais seule. Et parfois, je me pose la question, et si je rencontrais un ours ? Et si je rencontrais un ours, comment je fais ? C'est ça votre question ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, on va poser la question encore à Bertrand Sicard de la protection des loups, des ours et des lynx. D'ailleurs, quelle est la probabilité de rencontrer un ours ? Vous avez dit dans quel département ? Dans l'Ariège et dans l'Ariège, ouais, c'est ça. Bon, alors dans l'Ariège, on les voit les ours, on les voit. Il y a une très belle. J'invite vos auditeurs à regarder. Il y a un petit enfant, enfin un jeune garçon de 9 ans qui a filmé un ours alors qu'il était en promenade avec son papa et c'est extraordinaire parce que il parle naturellement de son étonnement, de son émerveillement et il a filmé un ours qui était à 20 ou 30 mètres ou 40 mètres. Alors l'ours était en contrebas. Bon, la chance de rencontrer un ours, elle est aussi relativement faible. D'abord, la chance ou le risque ? Moi, je dis la chance. Est-ce qu'il y a un risque ? Le risque est très faible. L'ours est un animal très très craintif. Qui a un très bon odorat, donc il va vous sentir avant que vous puissiez le voir. D'autre part, il faut savoir que tous ces grands prédateurs, c'est des animaux qui évoluent surtout la nuit. C'est des animaux qui vivent surtout la nuit. Donc, sauf si vous protégez. Et alors, si vous promenez la nuit dans les forêts, là, vous aurez encore un peu moins de chances de les voir. Mais voilà, donc il y a très peu de chances. En tout cas, il faut
toute attitude vis-à-vis d'un animal sauvage, il faut pas avoir peur, faut pas faire de gestes brusques. Il y a eu récemment un certain nombre de témoignages de gens qui ont rencontré des ours et ça s'est relativement bien passé. Cela étant dit, quand on connaît pas la biologie d'un animal, un ours qui se lève parce qu'il sait pas ce qu'il voit, ça n'a rien d'étonnant. C'est pas une position agressive. Voilà, c'est une position de curiosité. Mais c'est vrai que ça peut faire peur à un humain. Quand on parlait des loups en début d'émission, on a donc débattu sur le fait qu'on pouvait en tuer désormais une centaine par an. Pour l'ours, pas question de le tuer. Il n'y a pas de prélèvement. En revanche, on cherche à l'effaroucher pour qu'il s'éloigne des brebis. Ce sont deux cas bien différents entre le loup et l'ours. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a très peu d'ours en France, il y en a une cinquantaine aujourd'hui, principalement concentrés dans l'Ariège et puis un peu sur le Béarn. Voilà, donc d'autre part, les Pyrénées sont un endroit extrêmement favorable à l'ours parce qu'il y a des très grandes zones forestières inhabitées, donc c'est vraiment un territoire à ours parfait. D'ailleurs, l'ours des Pyrénées en France se reproduit assez bien parce que le biotope est pour lui très très favorable. Oui, mais alors je lisais en préparant cette émission que la France a la plus petite population d'ours de l'Union européenne et la plus fragile aussi. Pourquoi la plus fragile ? La plus fragile parce qu'on n'a pas atteint le seuil de viabilité. Le seuil de viabilité de l'espèce ours, elle est donnée par les scientifiques, autour de 80 ou 100 individus. Donc tant qu'elle n'a pas atteint ce niveau-là, elle sera fragile. D'autre part, on a eu plusieurs disparitions suspectes d'ours, il faut le savoir, ces dernières années. Braconnés ? Sûrement braconné, on n'a pas la preuve, sûrement braconné, ce qui est absolument dommage parce que là encore, on parlait du tourisme rural, quand vous voyez ce qui se fait à l'étranger, et nous on comprend pas pourquoi en France, en particulier la profession ovine, ne saisit pas l'occasion, entre autres dans les Pyrénées, de la présence de l'ours pour valoriser les territoires. Dans les Abruzzes, la présence des grands prédateurs, c'est 1 million de visites par an dans le massif des Abruzzes. Vous avez entendu Jacqueline, la maire de la commune de l'Ariège, qui disait que ça effrayait plutôt les randonneurs. Non, c'est pas vrai. Regardez d'ailleurs tous les sondages en France. Les Français veulent aujourd'hui de la nature sauvage. Ils veulent de la nature. Il faut savoir, vous savez, les chiffres. Il y a des chiffres qu'on oublie, mais à la sortie de la guerre, il y avait 30% des gens qui vivaient dans les villes. Aujourd'hui, on est 80%. Faut savoir qu'on a une urbanisation galopante. À la sortie de la guerre, on avait 60% de la population française qui vivait de l'agriculture. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, il y en a 1% ou 2%. Voilà. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les Français réclament de la nature, réclament du sauvage. Tous les sondages le disent. D'ailleurs, tous les sondages sont favorables à la présence de l'ours et du loup. Voilà. Et nous, on pense que les éleveurs qui sont financés à hauteur de entre 50 et 70%, ils doivent rendre service au pays en s'équipant et en essayant de favoriser au maximum cette cohabitation apaisée. Et d'ailleurs, l'État met les moyens, il faut le savoir. Claude Sicard, on a beaucoup parlé des loups dans cette émission, on a un peu parlé des ours, il faudrait qu'on parle du lynx aussi. Je rappelle que vous êtes vous êtes vice-président de Ferrus, qui est la principale association en France de protection des loups, des ours et des lynx. Est-ce que le lynx, en France, cause aussi pas mal de dégâts chez les éleveurs ? Alors, le lynx pose beaucoup moins de dégâts, d'abord à cause de sa biologie. Le lynx, alors déjà, rappelez juste que le lynx, c'est un très gros chat, c'est un animal extraordinaire. Malheureusement, moi, autant j'ai pu observer l'ours et le loup dans la nature, autant le lynx, j'ai jamais réussi. J'espère que j'y arriverai. Avec des longs poils sur les oreilles. Oui, les longs poils sur les oreilles. Alors, c'est un animal aussi extrêmement nocturne. Aujourd'hui, il pose pratiquement pas de problème parce qu'il est dans des zones où il y a peu d'élevage. Il est dans le Jura, bien qu'il est en train d'arriver en Bourgogne. Il a été dans les Vosges. Et est-ce qu'il fait beaucoup de dégâts ? Non, il fait très peu de dégâts. Et en plus, le lynx, il va attraper une brebis, et puis le lynx, il est pas très malin parce qu'il revient le lendemain, donc on peut arriver très facilement à l'attraper. À l'interpeller, j'allais dire, mais oui. L'attraper, c'est encore mieux. Oui. Merci beaucoup Bertrand Sicard, président, donc vice-président de Ferrus. Merci à Claude Font, aussi secrétaire général adjoint de la Fédération nationale ovine. Merci à l'équipe du Téléphone Sonne. À la réalisation, il y avait Anna Buis. À la technique ce soir, Loïc Frapsos et Grégory Vallon. À la préparation de l'émission, Pierre de Certaine, Emma Ferré, Mathilde Sour. Demain dans le Téléphone Sonne, on va parler du démarchage téléphonique abusif. France Inter, les 4 tops, vous les entendez. Il est bien 20h, à demain.